Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Bonsoir à tous, bienvenue sur Europe 1, bienvenue aussi sur notre libre antenne. Et c'est le 3921 bien sûr, notre numéro que vous devez retenir ou composer dès à présent si vous avez envie de passer ce soir avec moi à l'antenne. Bon, on va passer les 2 prochaines heures ensemble. Bon, on va parler de vous et de tous les sujets qui vous tiennent à cœur, qui vous inspirent, qui vous perturbent, ou en tout cas qui vous agitent. Bon, la ligne est à vous. Je ne dis pas ça pour rien, ne croyez pas. Ça veut dire que cette émission, c'est vous qui la faites et que sans vous, il ne se passe rien. Donc, je compte sur vos appels. Moi, je suis à votre écoute. Je réponds à vos questions. On cherche ensemble une solution, ou en tout cas un début de solution aux questions, aux interrogations qui sont les vôtres, selon les événements de vie que vous traversez. Et puis, bien sûr, je ne suis pas seule. Nous sommes toute la petite équipe. Lauriane, Benjamin, au standard, qui vous accueillent dans un premier temps et qui sont, croyez-moi, d'une gentillesse inouïe. Et tout aussi habile et expérimenté, Andrea Papazian, notre réalisateur aux manettes, veille sur la bonne marche de cette émission. Donc, j'attends vos appels au 39 21, vos SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit, vos mails sur notre site europe1.fr. Europe 1, Caroline Veil. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Alors, on va commencer cette émission avec Sabine. Bonsoir Sabine. Vous êtes là. Mais juste un petit mot à l'attention de Catherine. Bonsoir. Catherine, on essaye de joindre Catherine qui a mal raccroché aussi son téléphone et Oui. ça sonne occupé. Voilà, donc un petit mot parce qu'elle nous a appelé tout à l'heure pour Oui. une problématique. Sabine, je résume un peu pour nos auditeurs. Hier soir, Oui. vous étiez notre dernière auditrice. On a dû raccrocher précipitamment et c'est dommage parce que on était en train de parler de choses intéressantes, en tout cas qui méritent d'être débattues, qui vous posaient question. Et je voulais pas qu'on se quitte comme ça. Bon, en tout cas, je voulais pas qu'on s'arrête là. Donc, vous revoilà. Oui, me revoilà. Donc, si vous voulez bien, je vais résumer un tout petit peu. Oui. Vous êtes dans une interrogation aujourd'hui par rapport à vos enfants qui sont grands. Mes enfants. Vous avez 2 fils, je crois. C'est Une ça? fille et 2 garçons. Une fille et 2 garçons, 2 fils, mais qui se sont, dites-vous, convertis à l'islam parce que vous étiez à un moment donné dans une période de fragilité. Oui. Vous n'avez donc pas pu être aussi présente que vous l'auriez souhaité. Et aujourd'hui, vous avez un peu de difficulté. Vous m'avez dit avec le 2e qui s'est montré très autoritaire d'un seul coup avec vous. Oui. Et quid? Oui, très autoritaire avec moi, oui. Et quid de ce qui se passe aujourd'hui? Comment? Aujourd'hui, vous en êtes où avec eux? Eh bien, je l'ai recontacté par message, non pas par message, sur répondeur, en lui disant que je préférais qu'on parle plutôt que de faire des SMS. Et il me redit encore la même chose. Il me dit que voilà, je n'accepte pas sa religion, que je n'accepte pas sa femme, que je prends des médicaments, que je ne suis pas mature, que je suis une gamine, que je dois réfléchir à ce que je fais,
que je vais en mordre mes doigts, que voilà. Ce sont des menaces. C'est couvert. C'est des menaces à peine déguisées, hein. C'est une façon de vous menacer à peine déguisée quand il vous dit que vous allez vous en mordre les doigts. Oui. Alors, vous peut-être prenez-vous des médicaments, mais si vous en prenez, c'est qu'on vous les prescrit, et donc vous avez raison de les prendre. Voilà, donc je vous ai dit, j'ai une neuropathie. Ouais. Et si je veux marcher un minimum, je suis obligée après 1 an d'examen, je suis obligée de prendre ces médicaments après avoir passé par un tas de médicaments qui ne marchaient pas. Et donc c'est le centre antidouleur avec le neurologue, qui a donc prescrit ce traitement qui est léger, mais qui me permet quand même de vivre au quotidien et de pouvoir marcher quand même un minimum. Voilà. Et je lui ai dit, si tu n'as pas confiance en ce que je te dis, tu as tout à fait la possibilité de contacter le médecin qui va t'expliquer exactement ce que j'ai, puisque j'ai tous les dossiers médicaux, j'ai tous les examens, et te dire pourquoi j'ai ce traitement. Bien sûr. Donc c'est quelque chose qu'il ne fait pas. Mais et quid de sa femme? Est-ce que vous avez avec elle une relation conflictuelle ou Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Non, pas du tout. Nous sommes encore sortis il y a 15 jours, on a fait les magasins. Oui, ensemble. Il n'y a pas de situation conflictuelle. Il n'y a pas de sujet. Ouais, il n'y a pas de sujet. Non. Et avec votre premier fils? Ça a été très difficile au début, quand il était seul, avant de se marier. Il était dans le même discours que son frère, c'est exactement la même chose. Beaucoup de renvoi de culpabilité, que je ne sais pas m'organiser, que je ne sais pas me débrouiller dans ma vie, que je fais appel à eux pour la moindre des choses, alors que en fait je leur demande rien. Je me débrouille toute seule. Et je ne sais pas pourquoi ils disent ça en fait, parce que peut-être ils ont l'impression parce que vous êtes seul et fragile, peut-être ont-ils le sentiment qu'ils eux doivent s'occuper de vous. Et ils ont du mal eux à l'assumer. Oui, mais je ne suis plus fragile. Non. C'est ça, c'est ce que j'ai essayé d'aborder hier, c'est qu'aujourd'hui je n'ai plus, se passe en moi quelque chose qui est très curieux, c'est que je ne veux pas qu'on ait atteinte à mes choix et à ma liberté. Bien sûr. Vous ne voulez pas être jugé par vos enfants. Comment ? Vous ne voulez pas non plus être jugé par vos enfants. Pas du tout, non, parce que moi je ne les juge pas, non. Et avec votre fille, Sabine, qu'en est-il ? C'est très difficile avec ma fille, ça a toujours été très difficile à partir de l'âge de 13 ans. Moi je les ai élevés seuls, avec des pères absents. Et très vite, on a eu une relation très conflictuelle, également avec ses frères. Par exemple, mon dernier était boulimique et donc elle l'empêchait de manger. Alors que la boulimie, c'est pas en empêchant de manger que ça va arranger les choses. Donc c'est un enfant qui a été suivi en centre médico-psychologique parce qu'il s'arrachait les cheveux, il voulait pas dormir tout seul, il voyait des fantômes partout. Donc pendant très longtemps, il a été suivi. On a été suivi en centre médico-psychologique pour enfants. Ah oui, quand même. C'est-à-dire que ce sont toujours, c'était assez sérieux. Et elle a quel âge aujourd'hui, votre fille ? Ma fille a 34 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle travaille à la mairie. Mais commence aujourd'hui
un peu ce comportement aussi à son travail où il y a des pressions, elle s'y retrouve plus, elle est jugée sur son travail, elle est beaucoup examinée, on est toujours derrière, on lui dit qu'elle ne sait pas s'organiser. Donc elle est un peu perdue à ce niveau-là, d'après ce qu'elle m'a dit. Et sa situation familiale? Alors, ma fille enchaîne relation sur relation, et depuis l'âge de 16 ans, et jamais elle ne garde son compagnon. Ah. Voilà, c'est toujours des échecs parce qu'elle ne le supporte plus, parce que voilà. Et après tout de suite, elle passe à une autre aventure qui est la même en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Chaque fois, quoi. Qu'elle renouvelle. Voilà. Ouais. Qu'elle renouvelle. Ouais. Ouais. C'est elle qu'elle n'aime pas. Oui. Compliqué, hein. Vous pouvez donc difficile d'avoir un dialogue avec elle. Vous la voyez souvent? Comment ça se passe? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Pendant 2 ans, je l'ai pas vue du tout. Ouais. Elle est revenue? Elle est revenue petit à petit en disant que à certaines conditions. Moi, je lui ai dit que c'était à certaines conditions aussi. Donc, on a posé nos conditions l'une et l'autre. Et elle est venue manger à la maison avec son plus jeune frère. Ça s'est très 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 bien passé. J'étais contente. Il était content aussi de se retrouver parce qu'il ne se voit pas trop. Et le lendemain, ma fille m'a téléphoné et puis ça a recommencé. C'était encore une fois... Ouais, voilà, l'échec, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas stable. De ce que vous décrivez, elle n'est pas stable ni stabilisée du tout. Tout simplement. Voilà, elle est... Alors bon, elle a peut-être été sensible au fait que vous avez été fragile pendant un certain temps. Elle a du mal à se trouver. Heureusement, comme vous dites, elle a déjà un emploi, même si elle a l'impression qu'on est un peu sur son dos, mais elle a au moins ça. Ouais. Le plus important, c'est d'abord dans un premier temps qu'elle le garde. Hein, cet emploi, parce que c'est compliqué après. Après, c'est compliqué, oui. Mais je sais qu'elle prépare des concours, en fait. Ah, c'est bien ça. Voilà, oui, elle prépare des concours pour faire autre chose. C'est bien, ça veut dire qu'elle a envie de, éventuellement, de tourner la page, d'avancer. Oui, tout à fait. Bon, c'est quelqu'un de courageux, qui travaille beaucoup et... Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas non plus. Oui, elle fait pas rien. Voilà, elle se contente. C'est une bosseuse. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Et vos fils travaillent? Alors mon plus jeune travaille, oui, il travaille beaucoup. Il s'est marié il n'y a pas très longtemps. Tout va bien dans le couple. Mon dernier, le discours de mon aîné, c'est que l'homme n'est pas fait pour travailler. Donc il ne travaille pas depuis très longtemps. Et il vit comment? Il vit des aides, du RSA, du restaurant du cœur, des aides à droite à gauche. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je lui ai dit que je trouvais ça dommage et qu'il avait des compétences, qu'un bilan de compétences ce serait peut-être intéressant pour lui. De faire le point sur ses capacités professionnelles. Il n'a jamais travaillé? Si, il a été chef de rayon, il a déjà travaillé. Si. Qu'est-ce qu'il a écœuré? Comment? Qu'est-ce qu'il a écœuré du travail? Je pense que la grande distribution, il en a un peu assez. Oui, mais enfin, il n'y a pas que la grande distribution. Exactement, il n'y a pas que la grande distribution, il y a d'autres postes dans la gestion, voilà, c'est quelque chose qu'il sait très bien faire. Mais il ne veut pas en entendre parler. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à lui dire... j'essaye de faire un bilan de compétences, j'essaye de
de voir un peu les portes de sortie. Qu'est-ce que vers quel métier tu pourrais t'orienter? Est-ce que vous ne croyez pas, pardon de vous couper Sabine, est-ce que vous ne croyez pas que précisément comme il a peur d'échouer, il préfère dire que l'homme n'est pas fait pour travailler et s'abstenir justement de chercher, parce que comme ça lui évite de se sentir rejeté? Oui, je pense, oui. Peut-être que c'est ça que vous devriez lui dire, en disant il faut pas avoir peur de demander, même si on te prend pas ici, on te prendra là, et même si on te prend pas tout de suite, ça veut pas dire que tu es pas bon, ça veut juste dire que pour l'instant il n'y a pas de place. Ce qui est différent, c'est pas toi, c'est personnellement qui est en cause. Je crois que c'est peut-être ça qu'il a besoin d'entendre, parce que derrière le discours, c'est souvent de la peur. Ça cache une anxiété, celle de ne pas être voulu, celle de ne pas se sentir désiré, et donc du coup, on préfère ne rien faire du tout plutôt que d'avoir à affronter ce qu'on. Des échecs éventuels. Ouais. Oui, j'ai pensé à ça cet après-midi, oui. En tout cas, écoutez, moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que vous avez tout intérêt, comme vous le faites d'ailleurs, et ça s'entend dans vos propos, de passer un tout petit peu de temps avec chacun, individuellement, et une fois par mois, éventuellement, les réunir tous pour un repas familial. Oui. Dans un premier temps, de façon à ce que vous voyez un terrain neutre. Si ça peut être en dehors de chez vous, c'est tant mieux. Si c'est chez vous, c'est chez vous. Peut-être en dehors de chez nous, ce serait bien. En dehors de chez vous, c'est bien, parce que c'est neutre. C'est neutre, et puis dans un lieu public, on n'a pas les mêmes discussions que à la maison, où le ton peut monter, où les esprits peuvent vite s'échauffer. Ailleurs, dès qu'il y a du monde, on l'a fait déjà. Ouais. On l'a fait une fois, on s'est réunis à l'extérieur, c'était très très bien. Mais je crois que ça serait peut-être, vous voyez, un peu comme un rituel à instaurer une fois par mois, tous les premiers week-ends, tous les premiers week-ends du mois, comme ils veulent, le jour qui les arrange. Vous feriez ce repas, et puis ça serait l'occasion de se raconter les uns les autres où vous en êtes, de faire un point, et ça serait aussi l'occasion pour vos fils de se rendre compte que leur mère, malgré toutes les difficultés, la maladie, etc., vous tenez la route, quoi. Vous tenez la route et vous êtes là. Et vous êtes là. Et vous pouvez leur apporter beaucoup plus que ce qu'ils ne s'imaginent. Oui. Moi, je crois que ce serait bien. Je pense que vous avez raison. Oui, vous avez raison. On peut essayer ça déjà. Et après, c'est eux qui seront demandeurs. Oui. Parce qu'ils aiment bien. Parce qu'ils sont finalement, ils sont très heureux de se revoir. Ils ont coupé les ponts pendant un moment, l'un et l'autre. Lorsqu'ils se sont mariés, ils ont mis une distance. Bon, après il a fallu du temps pour que chacun fasse l'apprentissage de la vie de couple. Mais maintenant, ça fait 2 ans que cela est fait, et c'est vrai qu'ils sont contents de se voir. Bon, c'est bien. C'est bien. Écoutez, faites en sorte que ça se passe le plus souvent possible, Sabine. Voilà. Oui. Et puis n'hésitez pas à nous rappeler le cas échéant pour qu'on puisse, nous aussi, faire un point. Oui. D'accord. Oui, je pense que je vais organiser ça, et après cette organisation, je me permettrai de me remettre en contact avec votre équipe formidable. C'est encore sympa. Une fois, je le rappelle. C'est sympa. Et merci, je donnerai de mes nouvelles. Merci beaucoup, Sabine, et à très bientôt. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Merci beaucoup à vous. Europe 1, Caroline Veil. Bien, on va prendre Amar. Catherine, votre ligne est toujours occupée. On essaye désespérément de vous joindre. Si vous voulez bien raccrocher, ce serait une bonne chose. Voilà, bonsoir Amar. Bonsoir. Alors, vous appelez, je crois, parce que vous avez besoin de parler de votre histoire, et qui est assez dramatique. Oui, mais je ne sais pas comment commencer parce que j'ai trop peur de parler. Alors, je vais le faire pour vous. Je vous aide un peu, et puis vous reprendrez la main, d'accord ? D'accord. Vous avez, dites-vous, été violée par votre frère à l'âge de 13 ans.
Oui, tout à fait. Et en 1978. En 1978, et votre autre frère et votre sœur, hélas aussi, y ont eu droit. Aujourd'hui encore, vous en souffrez, vous en souffrez terriblement. Oui, j'en souffre énormément. Je suis parti dans l'alcool. Je suis devenu alcoolique à rapport à ça. Je suis pas bien dans mon cerveau, je fais des bêtises. Chaque fois que je vois mon frère dans la rue... Lequel l'aîné, celui qui m'a touché, qui m'a fait... subir ça. Des choses que j'ai du mal à parler. Oui. Voilà. Je sais pas comment m'exprimer, en fait. Vous le faites très bien, Amar. Et vous n'osez pas, vous ne voulez pas aller porter plainte parce que votre mère est très âgée et qu'elle ne le supporterait pas, c'est ça? Tout à fait. C'est ça, voilà. Et sinon, je l'aurais fait depuis longtemps. Et du coup, vous le payez de votre vie, d'une certaine manière. Tout à fait, c'est ça. Alors, je vais vous dire une chose, peut-être qui va pas dans le sens de ce que vous venez de dire. Moi, je crois qu'il est absolument nécessaire et impératif que vous alliez porter plainte. Parce que tant que vous ne le ferez pas, vous ne serez pas en paix. Vous avez besoin que le drame que vous avez subi, le préjudice que vous avez connu, soit reconnu, qu'on puisse mettre des mots dessus et que ce soit traduit en justice. Et tant que ça ne sera pas fait, vous allez vivre avec ça et ça ne vous laissera pas, vous ne serez pas tranquille. Oui. Alors vous allez me dire, mais ma mère, qu'est-ce que je fais? Eh bien écoutez, votre mère, elle n'était pas au courant. Je pense que si aujourd'hui, elle avait les moyens de vous protéger, elle le ferait. À l'époque, elle n'a pas dû le faire parce qu'elle ne devait pas savoir ce qui se passait. Elle est au courant de rien. Voilà, elle est au courant de rien, donc elle est à mille lieues de s'imaginer. Peut-être que vous pouvez la tenir à l'écart de tout ça. Et c'est son chouchou surtout. Tant pis. C'est son chouchou, peut-être qu'il va lui dire, tu sais, ils disent des choses affreuses contre moi et que ça va lui faire du souci. Et vous allez lui dire, ne t'en mêle pas. Ne t'en mêle pas, il s'est passé des choses graves. Nous avons voulu te protéger, ma sœur, mon frère et moi. Mais aujourd'hui, il est temps qu'on règle nos comptes de façon à ce qu'on puisse avoir tous les trois, parce que j'imagine que eux aussi doivent terriblement souffrir de la situation. Mais moi, j'en souffre de le voir tous les jours sourire, sourire. Pourquoi vous le voyez tous les jours? À courir à droite à gauche et de me voir faire comme si j'existais pas et de savoir ce qu'il m'a fait. Moi, j'en souffre. Amar, vous avez 53 ans. Oui. Et je crois que vous avez suffisamment souffert. Je crois qu'il serait temps peut-être de penser à vous. Votre maman, elle est âgée, mais si elle avait été au courant, encore une fois, elle n'aurait pas laissé faire ce genre de choses. Elle se serait insurgée, elle se serait battue, elle se serait bagarrée. Mais elle aurait pas jamais pu le savoir. Elle aurait jamais pu le savoir, parce que ça se passait toujours de nuit. Oui. Donc, quand elle allait se coucher avec son mari, ça veut dire mon père, ça se passait, moi je dormais avec lui dans la chambre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il me forçait à aller dans son lit. Il me forçait à excusez-moi mon expression, mais j'ai du mal à le dire, mais c'est vrai, Ouais, il vous forçait à faire des choses que vous n'aviez pas du tout envie de faire ou de vivre. Alors écoutez, ce qui vous est arrivé est affreux. C'est ce que ne devraient jamais connaître les enfants, et vous l'avez connu très jeune. Pendant combien de temps ça a duré? Ça a duré jusqu'à 16 ans, un truc comme ça. Jusqu'à l'âge de 16 ans? Oui, 13, 14, 15, ouais, c'est ça. Voilà, mais je faisais pas gaffe, moi. J'avais rien dans le cerveau. Moi, j'étais gamin, je faisais des bêtises avec les copains, ceci, cela. Ils me tapaient dessus, ils me prenaient mes jouets, après ils me les rendaient. Je comprenais rien. Ouais. Voilà. Après, il me faisait des choses, après il me mettait 10 francs sur la table, et il me disait, tiens, c'est pour toi. Voilà. C'est horrible. Et qu'est-ce qui a fait qu'à l'époque, vous n'en ayez parlé à personne? Vous aviez honte? Par rapport à ma mère. Mais votre mère, elle n'était pas âgée. J'ai échappé, j'ai fait de la prison à cause de lui, tout ça, je me suis drogué à cause de lui. Voilà, j'ai essayé de me reprendre en main. Ouais. Mais voilà, mais je prends des médicaments à gogo, quoi. Et je me
réveille dans la nuit, parce que c'est lui qui me réveille, en fait. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, C'est le je souvenir. craque, quoi, je peux plus. Écoutez, il se peut, parce que je reçois un message de la part de Marie, il se peut qu'en fait ces faits soient prescrits parce que ça fait un certain temps. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est, mais ça vaudrait quand même le coup que vous alliez voir au commissariat et que vous puissiez dire ce qui vous est arrivé. Est-ce que vous avez déjà consulté un psychologue, un psychiatre? Oui. Non, un magnétiseur. Et je lui ai tout raconté. Ouais. Magnétiseur. Mais ça suffit pas. Moi, je pense Il m'a que conseillé d'aller voir un avocat. ouais. Et un officier de police qui connaissait. Et il m'a dit, si tu veux, je te donne un rendez-vous avec eux. Il m'a dit avec l'avocat et tout. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, on règle ça. Et j'ai dit, mais je peux pas faire de mal à ma mère. Je lui ai dit, même si ma mère elle est au courant de rien. Voilà. Est-ce que quel âge a votre mère? Quel âge a votre mère? Maintenant, on a 81, 82, un truc comme ça. Est-ce qu'elle est en état de comprendre? Non, pas du tout. Bon, donc elle va pas comprendre ce qui s'est passé. Non, elle nous croira même pas. Non, mais elle vous croira même pas, mais elle croira même pas. Elle comprendra même pas ce que lui dira si jamais il va la voir. Ah oui, de toute façon, ça sera. Donc il pourra même ma pas. parole contre la sienne, quoi. Non mais et puis surtout, je vais vous dire qu'il n'osera même pas lui en parler. En réalité, il n'osera même pas lui en parler. Parce que il doit pas être très fier de lui. Moi, ce qui m'étonne, c'est que vous puissiez le croiser tous les jours. Dans quel contexte vous le croisez? Mais dans le contexte que je suis fonctionnaire, il est fonctionnaire. Au même endroit? Au service de la mairie. On est tous les deux au service de la mairie. C'est pas banal, ça. Aujourd'hui, ce que vous ressentez contre lui, c'est de la colère, c'est de la rage? De la haine, hargne. Ouais, ça s'entend. Ouais, je comprends. Mais moi, je vais vous dire, la première des choses à voir, c'est peut-être effectivement d'aller voir un avocat, mais c'est surtout d'aller voir un psychologue, quelqu'un qui puisse vous entendre, à qui vous puissiez, dans le secret de son cabinet, raconter absolument tout ce qui s'est passé. Vous avez besoin d'en parler, Amar. Vous pouvez pas rester avec ça et vous étouffer avec. Parce que vous êtes en train de vous étouffer avec. Je m'étouffe et je me bats avec ma femme par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'elle dit, votre femme? Comment? Qu'est-ce qu'elle dit, votre femme? Mais elle comprend mes ressentis, elle comprend tout ça. Mais elle me dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'on t'a fait, quoi? Et vous lui avez pas dit? Mais si, je lui ai tout raconté. Mais elle comprend pas pourquoi j'ai pas réagi avant, quoi. Bah oui, c'est-à-dire que voilà. J'imagine qu'on est tellement dans la sidération et dans l'incompréhension de ce qui se passe que quand on est enfant, on ne sait pas du tout comment agir. Et puis en même temps, il y a un sentiment de honte aussi qui empêche de parler. On sait que ça n'est pas bien, on sait que quelque chose de très mal est en train de se produire et néanmoins, c'est une réaction très souvent qu'on note. On a beaucoup de mal à en parler. Oui, mais vous vous rendez compte, j'étais obligé d'aller chez lui à 2h du matin, le taguer en lui marquant sur son mur, chez lui, pédophile, quoi. J'étais obligé de faire ça, taguer sa boîte à lettres, cela, quoi. Il a une vie de famille? Oui, une vie de famille, bien sûr, il a un enfant. Voilà, on va savoir s'il a pas fait la même chose, s'il a son enfant, quoi. J'en sais rien. Vous avez parlé à sa femme? Non, il est plus avec sa femme. Ils sont plus ensemble et tout. Et il a élevé son fils tout seul. Voilà, il a mené son fils chez sa femme de temps en temps. Son ex-femme, quoi. Voilà, c'est même pas sa femme parce qu'il n'a pas été marié. Vous voyez, j'ai des interventions d'auditeurs par SMS. Et René, par exemple, dit il faut absolument parler avec un thérapeute de votre honte et de votre culpabilité, parce que c'est la culpabilité aussi quand on est enfant qui empêche de parler. C'est pas de votre faute ce qui vous est arrivé. Ça, il faut absolument que vous le compreniez. Ce n'est pas de votre faute. Mais vous comment il a rien. pu me parce que par le bras et me mettre dans son lit, comment il a pu faire ça? Parce que vous avez des personnes qui sont des personnes perverses. Voilà, ça arrive. Qui ont une structure perverse et qui font aux autres des choses innommables.
Il arrive que ce soit comme ça. Peut-être qu'il s'est même pas lui rendu compte au départ de cette attirance extrêmement malsaine, de ce travers horrible. Peut-être qu'il ça lui a pas semblé si grave que ça. Aujourd'hui, il doit quand même savoir un petit peu de quoi il retourne. Mais comme c'était il y a longtemps, et ben il le laisse de côté. Voilà, il a pas envie qu'on l'embête avec ça certainement. Et puis il a mis ça loin. Comme ça, il est pas dérangé. Mais vous avez raison, il a un enfant, on ne sait pas ce qui se passe avec. Moi, je serais vous, j'irais de toute urgence voir un thérapeute, un avocat pour savoir quels sont les droits, ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas, justement, je pense que ça suffit de souffrir. Vous ne pouvez pas rester tout seul comme ça dans votre coin, à vous étouffer avec, à ne pas avoir de vie, à faire comme vous dites des bêtises, à boire pour essayer d'oublier, ou en tout cas. Oui, c'est ça, c'est ce que je fais. Je picole parce que je veux pas penser à lui. Je prends des médicaments pour dormir. Et malgré mes médicaments, je me réveille à 4 heures du matin parce que c'est lui qui me réveille dans mon cerveau. Ouais, je sais. Et que c'est lancinant. Il faut absolument en parler. Vous pouvez pas rester comme ça, Amar. Vous ne pouvez absolument pas rester comme ça. Vous avez des enfants vous-même? Oui, j'ai une fille. Quel âge elle a? Elle a 23 ans. Et elle est enceinte de 3 mois. Ah, c'est formidable. C'est formidable. Vous avez au moins réussi ça. Avoir un enfant qui fasse sa vie. Ouais, j'entends à quel point c'est douloureux. Écoutez, vous êtes dans un état de désespoir et de détresse. On reste pas comme ça. On reste pas comme ça tout seul. Vous n'allez pas gâcher tout le temps, toute la vie que vous avez devant vous, par ce passé affreux qu'on vous a imposé, que vous avez suivi, que vous avez subi. J'ai peur de faire une bêtise, c'est tout. J'ai peur de faire une bêtise. Vous voulez dire attenter à vos jours? Probablement. Ouais. Bah écoutez, pour l'éviter, la bêtise en question, le mieux, c'est de vous faire aider. Parce que tout seul, c'est très difficile. Vous allez avoir beaucoup de mal. J'arrive pas à le voir en face de moi, traverser la rue et de le voir en face de moi. Est-ce que vous pourriez... dans une petite ville. Est-ce que vous pourriez trouver un autre emploi? Non, je suis fonctionnaire, je ne peux pas quitter un état de fonctionnaire. Non, mais ailleurs. Vous faire muter ou faire que vous ne travaillez pas au même endroit? Non, je peux pas. Vous pouvez c'est à lui de se faire muter ailleurs. C'est pas à moi. Je sais, mais si vous ne supportez pas sa vue, ça devient compliqué. C'est-à-dire que tous les jours, vous avez l'homme qui vous a le plus fait souffrir sous les yeux. C'est invivable. C'est lui. Le plus qui me fait souffrir, c'est lui. Ouais. Voilà, mon père, il m'a tapé parce que je faisais des bêtises. D'accord, je le conçois. Voilà. Mais ce qui m'a fait souffrir le plus, c'est pas ni mon père ni ma mère. C'est lui qui m'a fait souffrir le plus. Voilà, de me forcer à le sucer, à le branler, à coucher avec lui, ça, c'est intolérable. Ben, je peux comprendre. Je vois dans quel état. Et ça me revient tous les jours. Écoutez, ce sont des images qui réveillent, ce sont des images très dures. Pour un enfant, ce que vous avez vécu, c'est vraiment l'innommable. Et moi, je vous répète, on reste pas tout seul avec ça. Vous avez besoin d'en parler. C'est bien que vous ayez appelé, que vous puissiez vous exprimer. Mais la libre antenne juste ce soir, ça suffira pas, Amar. Ça suffira pas. Vous avez besoin d'en parler et d'en parler encore. Ouais, vous avez besoin qu'on vous prenne par la main, qu'on vous dise c'est pas de ta faute, tu n'es pas coupable, vous n'avez rien à voir là-dedans, c'est d'une injustice profonde et vous ne méritiez pas ce qui vous est arrivé et vous n'avez pas à avoir peur d'en parler, c'est surtout ça, vous n'avez pas à avoir peur d'en parler. D'accord. Oui, je pense à ma mère surtout. Écoutez, votre mère, si vous allez voir un psychologue, elle en saura rien. Si vous allez voir un avocat dans un premier temps, il vous conseillera, elle en saura rien. Il va se passer du temps et moi, je suis prête à parier que votre frère n'osera jamais lui parler de quoi que ce soit. Parce qu'il se sentira pas suffisamment bien avec ça. Est-ce que vous avez déjà par hasard essayé d'en parler avec lui? Jamais. C'est la question. Jamais. C'est la question que pose Joseph. Qu'est-ce que vous croyez qu'il se passerait si vous essayez d'en parler avec lui? Est-ce que ça vous... Je peux vous dire une chose, c'est que tous ces souvenirs m'ont revenu le jour où il est venu chez moi. Le jour, c'était le 11 septembre, les jours des deux tours qui sont tombés. Vous vous
vous rappelez de ça? Le 11 septembre. Comment Et de oublier? tout. Voilà. Il est venu chez moi et on avait vu ça à la télévision. Et quand j'ai regardé à un moment donné, il ne me regardait pas, j'ai regardé et j'ai eu un flash et je l'ai vu. Vous aviez tout oublié, vous aviez tout mis de côté, vous aviez tout occulté? Oui, mais d'un coup, c'est revenu tout d'un coup. Et le jour du 11 septembre. C'est incroyable que vous ayez réussi à le mettre comme ça, de côté, à l'occulter, à ne... Oui, parce que à cause de lui, j'ai fait de la prison. À cause de lui, je me suis drogué. À cause de lui, j'ai été alcoolique. Je ne le suis plus. Voilà. Et tout ça, ça vient de lui. Tout ça. Bon, écoutez, de la part de Lilou, il y a un site Amar qui s'appelle mémoiretraumatique.org pour les victimes de violences sexuelles. Moi, je vous conseille déjà de vous rendre sur ce site et de voir que d'autres que vous ont subi des choses horribles de la même manière et ce qu'ils ont fait pour s'en sortir. Mais surtout, vous allez voir quelqu'un, vous allez voir un thérapeute, un psychologue, un psychiatre. Vous vous faites aider et vous restez pas dans cet état-là. Mais je suis pas tout seul. Non, je suis pas tout seul dans ce cas-là. Je suis pas tout seul. Vous pouvez essayer d'aller avec votre frère et votre sœur. Mais eux, c'est à eux de faire chacun la démarche aussi de leur côté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont jamais rien fait comme vous? Non. Non. C'est dire à quel point vous aviez honte tous les trois et comme vous êtes sentis coupables. Écoutez, entre nous, on s'est jamais parlé de tout ça. Bon, moi, j'ai essayé du moins ce que j'ai pu, mais j'arrivais pas à m'exprimer comme je voulais, quoi, en fait. Donc, j'avais besoin d'alcool pour parler, pour dire ce que je ressentais. Mais même avec ça, j'arrivais pas. J'arrivais pas à sortir les mots. Parce que c'est trop horrible. Mais j'avais honte. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous pourriez en parler avec votre frère et votre sœur qui y sont passés eux aussi, comme vous dites. Non, mais moi, je vous en parle à vous parce que je vous connais pas. Voilà, c'est pour ça que je vous en parle à vous. Parce que je vous connais pas. J'en parlais à un de mes frères ou quoi que ce soit. J'avais parlé à mon petit frère. Ce qu'il m'a dit, il mérite la prison. Voilà, et j'en ai parlé à ma sœur, elle m'a dit, il mérite, bien sûr, il mérite la prison. C'est un phénomène, même pire, il mérite. Pour ce qu'il nous a fait, quoi. Bon, voilà. Écoutez, je reçois un message d'un auditeur. Alors, vous allez noter, l'association AIVI organise dans les villes des groupes de parole qui sont gratuits, dans lesquels on peut s'exprimer pour les personnes qui ont été, comme vous, victimes d'inceste. Voilà. Ben oui, c'est pédophile surtout, oui. Ouais. C'est aussi l'inceste, hein, c'est votre frère, n'oubliez pas. Non, c'est plus mon frère. Non, mais il a été. Non, mais à l'époque, c'était votre frère, non seulement. Oui, à une époque lointaine, alors on va dire. Hein. Oui, mais très lointaine, hein. Ouais, en tout cas. D'ailleurs, ma sœur pourrait vous en dire plus là-dessus, hein, parce que très lointaine, elle a souffert, ma sœur, hein, parce qu'elle est deuxième de la famille, ma sœur, et elle comprendrait le message si elle nous écoute, quoi. Voilà, elle me comprend, j'en suis sûr. Voilà, et elle sait que par là où elle est passée. Ouais, par là bien où sûr. mon petit frère est passé. Bien sûr par là où ma petite sœur est passée. Bien sûr qu'elle le sait. Écoutez, promettez-moi d'aller voir un psy, un thérapeute et un avocat. D'accord ? Oui. Voilà, c'est ce qui va vous aider parce que vous pouvez pas rester seul. On va vous donner les noms des associations et des dont je vous ai parlé hors antenne éventuellement, de façon à ce que vous puissiez les noter tranquillement. Mais je compte sur vous pour aller consulter un psy, parce que sinon, tout seul, c'est vrai que c'est très difficile de vous en sortir. C'est très dur. On est tous avec vous, Amar. Vous lever à 6h du matin et penser à sa tronche. C'est très difficile. Je vous dis au revoir et surtout n'hésitez pas à nous rappeler. Au revoir, Amar. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil.
Et nous sommes repartis, les minuit passés de 5 minutes, mais nous sommes là, on avance ensemble dans la nuit. Le 39-21, c'est toujours la libre antenne, on continue de parler ensemble de vos vies, de vos expériences. Certaines, comme on vient de le voir, sont dramatiques, d'autres sont plus légères, j'espère. On croise nos avis, nos opinions, nos débats, voilà. Et n'hésitez pas si vous voulez réagir sur ce qui vient d'être dit, parce que c'est un témoignage, celui d'Amar, qui nous a tous bouleversés. C'est un témoignage poignant. Donc 7 39 21 en commençant par le mot nuit pour vos SMS, vos mails sur notre site europe1.fr, et puis bien sûr le 39 21 pour nous rejoindre et passer ce soir avec moi à l'antenne. Europe 1, Caroline Veil. Fabrice, bonsoir. Vous vouliez réagir sur le témoignage que vient de nous livrer Amar. Ben écoutez, oui, moi j'ai vécu un petit peu des choses similaires. Hein. Et d'un seul coup, en entendant, j'ai allumé il y a quelques minutes et ça m'a détendu, ça m'a Ça vous a apaisé. détendu ? Ah, complètement. Ce sont des choses dont j'ai conscience, donc j'essaye de travailler en psychothérapie. Oui. Et j'ai beaucoup de mal, ça change pas. Moi j'ai des problèmes au niveau de ma sexualité. Je me sens très inhibé par rapport aux femmes. Je me demande quand il y a une relation qui commence à se créer, comment ça va se passer quand on va se retrouver au lit. Donc j'ai je suis presque phobique, quoi. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, je suis content pour Amar qu'il ait quand même réussi à Avoir une fonder... femme, fonder une famille. À la limite, je sais pas comment il a fait. Pour moi, c'est presque une mission impossible. Presque impossible. Voilà. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai. Je sais pas trop. Non, mais en fait, quand vous dites que ça vous a fait du bien, ça vous a fait du bien de savoir que quelqu'un d'autres oui. personnes que vous ont traversé des moments aussi terribles, c'est-à-dire que d'autres que vous ont connu ça. C'est ça ? Oui. Alors, est-ce que vous avez déjà, vous, eu affaire à des groupes de parole ? Justement, le problème, c'est que vous m'entendez ? Oui, mais très bien. Oui, tant que vous ne tournez pas la tête, ça va. Ouais. Non, je tourne pas la tête. J'ai assisté à 2 groupes de parole où malheureusement il y avait que des femmes. Oui. Et ce qui m'a été dit par ces femmes-là, c'est que les hommes ne venaient pas. En fait, elles connaissaient des hommes avec qui ça était arrivé, qu'elles leur avaient téléphoné et que les hommes avaient beaucoup de mal. Oui, les hommes ont beaucoup de mal à en parler. Parce que c'est quelque chose qui est pour eux encore plus honteux, semble-t-il, et qu'ils se sentent encore plus atteints, comme vous dites, dans leur qu'une femme, c'est bien entendu des questions de culpabilité, mais c'est surtout la honte qui prévaut dans ces cas-là, et c'est une atteinte à la masculinité. C'est ça le problème. Oui, tout à fait. C'est ça le problème. Et je m'attendais, moi, à avoir une... Alors, c'est pas de leur faute à elles, c'est pas je ne m'incline pas, mais j'ai pas senti... je m'attendais, si vous voulez, puisque ces personnes avaient vécu la même chose, qu'il y ait une empathie possible, qu'il y ait quelque chose de possible dans la sexualité. En fait, alors, j'ai assisté à 2 groupes de parole, enfin 2 séances. Donc c'est pas beaucoup, donc je peux pas. Oui, généraliser. Voilà, je peux pas faire. Mais j'ai l'impression que le partage, moi j'avais anticipé sur un partage qui pouvait être plus fluide. Et en fait, dans ces 2 séances-là, j'ai constaté que le partage. Vous êtes senti seul. Oui. Parce que j'ai l'impression que la problématique, en tout cas dans la sexualité, n'est pas du tout la même, quoi. Non, donc ça m'a pas tellement... Et même j'ai eu des remontées d'angoisse justement parce que je perdais mon
mon image d'homme, quoi. Enfin, Oui, c'est ça. Et donc j'ai arrêté. C'est une atteinte à la virilité, voilà. C'est-à-dire que, ça vous ramène, ça vous renvoie à la honte que vous avez connue à ce moment-là, et au lieu de pouvoir parler avec fluidité, comme vous dites, de cette honte, d'un seul coup, elle ressurgit et elle vous empêche de parler à nouveau. Voilà. Ouais. Alors, sachez quand même que de la part de Nathalie et de la part de Lilou, elles disent que des séances de MDR, qui est une technique de psychothérapie, vous avez pratiqué ? Oui, alors j'ai pratiqué, alors peut-être pas avec les bonnes personnes, parce qu'encore une fois, dans tout acte thérapeutique, et j'ai trouvé ça un peu trop protocolaire. C'est-à-dire que on me faisait revenir sur le souvenir, et on me disait de noter le degré de trauma de 1 à 10. Et par contre, j'ai vécu une séance d'hypnose qui a été, mais sur autre chose, sur d'autres choses, plutôt de la maltraitance par rapport à ma sœur. Là, du coup, je me sentais plus libre et d'explorer les souvenirs, et il me semblait que c'était mieux. Donc voilà, je m'apprête à retourner une énième fois chez un hypnothérapeute. Voilà. Un hypnothérapeute, de toute façon, tout ce qui peut aider, tout ce qui peut faire du bien, moi je suis pour. Il faut pas être avare d'aucune piste, mais il faut dire aussi que ce que vous avez vécu est tellement traumatique que c'est vrai que vous avez absolument besoin d'avoir quelqu'un qui manifeste en face de vous beaucoup d'empathie. Mais le truc, c'est que en ce qui me concerne, si vous voulez, ça s'est pas tellement répété, mais j'arrive pas à avoir de la haine vis-à-vis de la personne qui a fait. Enfin, voilà, ma mère a dérapé 2 fois en fait. C'est quelqu'un qui a une personnalité un peu. Elle n'était pas vraiment bipolaire, mais voilà. Mais je sais et je lui en ai parlé d'ailleurs à ma mère, et elle a été très très étonnée. Elle a 80. Excusez-moi, qu'est-ce que vous appelez déraper, Fabrice ? C'est-à-dire que ces gestes n'étaient pas clairs. Je sais qu'il y a eu, j'ai ressenti, il y a eu à un moment donné, c'était pas clair du tout. Il y a un malaise. Vous aviez quel âge ? J'avais quel âge ? Alors moi, j'étais donc violée à 8 ans et demi. Ouais. Par un inconnu. Par un inconnu. Je l'ai pas dit à mes parents, et ma mère à 12-13 ans. Une première fois a été exhibitionniste parce que je lui demandais comment ça fonctionnait, les relations sexuelles. Ouais. Elle était très très exhibitionniste. J'en ai parlé en thérapie. Faut peut-être que je persévère. Et une deuxième fois, il y a eu des attouchements. Ouais. Alors comme c'est votre mère, c'est très très compliqué aussi pour vous d'en parler. Parce que ça touche à, j'ai envie de dire, une image sacrée, quoi. La mère. Oui, et en plus, par ailleurs, ce qui est très ambivalent, c'est que par ailleurs, cette mère a des côtés excellent, quoi. C'est donc c'est ça l'ambivalence, quoi. Est-ce que vous pensez que c'est dans un moment de délire ? Vous dites qu'elle était bipolaire. Est-ce qu'il y a pu avoir un moment de délire qui l'aurait amené où elle est passée de l'autre côté du miroir et elle s'est pas tout à fait rendu compte de ce qui se passait, de ce qu'elle faisait ? Je pense que c'était quelqu'un qui, c'était d'abord dans les années, ça devait être en 78. Oui. Donc le contexte était différent. C'était la libération sexuelle, c'était le féminisme, etc. On se libérait de tout. Et la première fois, je pense que là, elle a vraiment exagéré mais la deuxième fois, oui, je pense que c'était pas dans un délire, mais elle s'est laissée, elle a pas. Ce que je lui reproche, par contre, c'est que après ça, je suis parti dans ma chambre et je suis redescendu et je lui ai avoué.
finalement, je lui avais ce qui s'était passé la première fois avec cet inconnu. Et elle n'a pas du tout... voilà, elle n'a pas réagi. Non, elle n'a pas réagi. Alors, de la part de René, essayez la thérapie analytique. Voilà. J'ai déjà essayé. Et alors ? J'ai déjà essayé. Mais est-ce que ça, c'est ce qu'elle dit. Moi, je pense qu'un face-à-face, vous avez quand même besoin d'être soutenu. Vous avez besoin, d'une certaine manière, qu'on vous prenne la main, si je puis dire, même si c'est psychiquement parlant. Je pense que vous avez besoin d'être soutenu par un regard. Ah oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Oui. Bon, je me suis beaucoup posé la question si je devais aller voir un homme ou une femme, voilà. Bon, là, de toute façon, j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle hypnothérapeute. Écoutez, on verra bien. Voilà. Bah, tenez-nous au courant, dites-nous ce qu'il en est. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir appelé, parce que plus on a de témoignages, c'est vrai dans ce sens, et plus ça peut aider Amar qui, comme vous avez vu, est dans un état de détresse incroyable. Il a à peu près le même âge que parce vous. qu'il pleure. Ouais. Et il pleure et c'est bon signe. C'est maintenant qu'il faut. Moi, des fois, j'arrive plus à pleurer. Et là, voilà, quand je pleure, on est connecté. C'est-à-dire que c'est là qu'il faut agir. Oui, vous en parlez avec une forme de détachement et de lucidité. En même temps, c'est pas si mal, parce que vous êtes capable de dire, quand vous parlez de non-haine, je pense que vous avez enfoui une colère qui aurait besoin de sortir. Voilà, et c'est ça qui vous manque pour que peut-être vous puissiez pleurer. Ouais. Il y a un psychiatre, j'ai retenu sa phrase aux urgences à Vicenne, qui m'a dit « Il faut penser l'interdit ». Ouais. Avant de se libérer, il faut penser l'interdit. Il faut pouvoir accuser l'autre avant de pardonner, parce que tout à fait. Moi, j'ai l'impression puis peut-être que vous ne pouvez pas pardonner. Il faut aussi vous accorder le droit de ne pas pouvoir pardonner. On ne pardonne pas tout, forcément. Et je crois que c'est une erreur que de vouloir absolument faire en sorte que les gens se pardonnent. Il y a aussi l'impardonnable. Ce que vous a fait cet inconnu, un petit garçon de 8 ans et demi, c'est impardonnable. Vous n'êtes pas obligé de pardonner. Vous pardonnez bien sûr si vous en avez envie, et si ça vous libère, et si ça vous aide. Mais si vous n'arrivez pas à pardonner, eh bien vous ne pardonnez pas. Le problème, c'est que c'est vraiment un parfait inconnu, que je me suis caché les yeux, et que j'ai pas de visage. Enfin, il n'y a pas d'identité. Cet homme. J'arrive pas. C'est comme si c'était un fantôme, quoi. Vous voyez, voilà. Bon, écoutez, c'est. Fabrice, on vous souhaite bonne chance. Ben merci. Et merci surtout d'être intervenu. Ben je vous en prie. Merci de m'avoir permis de parler. Au revoir Fabrice. Au revoir. Europe 1, Caroline Veil. On va continuer avec Pauline. Pauline, vous aussi, vous souhaitez témoigner sur ce sujet? Oui, bonsoir. Bonsoir, merci d'intervenir. En fait, j'ai beaucoup réagi au témoignage de Amar. Oui. Parce que en fait mon histoire se rapproche de la sienne. Ouais. Voilà, mais moi j'étais en fait au sein d'un groupe d'une 30aine de personnes. Ouais. Chez des scouts en fait, et j'ai été touchée. J'étais la seule fille à être touchée. Donc les 29 autres étaient des garçons. Et je suis allée jusqu'à porter plainte. Mais il m'a fallu beaucoup de temps. Donc j'ai subi de la pédophilie de l'âge de 14 ans à l'âge de 19 ans. Vous en aviez parlé à quelqu'un? À personne. Alors, ni entre nous, ni à mon entourage, ni à personne. Qu'est-ce qui vous a empêché d'en parler? J'étais complètement bloquée. En fait, ils nous avaient manipulé le cerveau et ils nous disaient que c'était normal ce qu'on faisait. Donc, on rentrait dans son jeu et on croyait que c'était bien ce qu'on faisait. Mais vous saviez, au fond de vous, que ça ne l'était pas? C'était brouillé. Vous voyez, je savais pas qui disait la vérité, quoi. J'étais pas bien claire, quoi. Franchement, c'était pas bien clair pour moi. Et puis, si mes copains, à 30 ans, ils ont fait le point ensemble, à 2-3, et
était à la police pour parler. Et ils ont déposé plainte et donc la police est venue me chercher chez moi pour que j'aille déposer plainte. Et ça a commencé comme ça, cette procédure judiciaire à 30 ans. Et elle s'est achevée à 40 ans parce que Elle a duré 10 ans. Oui. Comment vous avez vécu de 20 ans à 30 ans? Malade. En fait, j'ai développé un trouble bipolaire. Oui, bien sûr. Et j'ai développé aussi une maladie gastrique importante. Évidemment. Vous aviez entamé un travail de thérapie? Oui, chez un psychiatre depuis l'âge de 19 ans. Oui, donc en fait, quand vous êtes sorti des scouts... Et j'en ai jamais parlé au psychiatre. Vous n'avez jamais parlé au psychiatre de ce qui vous était arrivé? Non. Alors que vous étiez dans son cabinet? Non, je n'avais jamais parlé. Vous ne saviez toujours pas si c'était bien, pas bien, si vous deviez le faire. Est-ce que c'est parce que vous aviez honte? Non. Non, j'avais pas honte, mais je me rendais pas compte que c'était un viol, que c'était des viols. Je savais pas que c'était des viols. Oui, vous avez presque pensé que c'était normal. Ouais. C'est ça qui a complètement faussé et qui est les flics qui m'ont dit, mais aberrant. vous n'avez pas compris que vous avez été violée à maintes et une reprises, quoi. Ouais. Donc je suis tombée de haut à ce moment-là et c'est là que j'ai commencé à en parler. Bien sûr. Et en fait... Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de votre téléphone parce que j'ai du mal à vous entendre? Vous m'entendez là? Oui. Ce que je disais, c'est que cette personne qui nous a fait du mal, elle s'est suicidée en prison. Ah bon? Donc du coup, il n'y a pas eu de procès. Tout s'est achevé comme ça. À partir du moment où il s'est donné la mort, il n'y a plus rien, quoi. C'est fini. Bien sûr. Vous auriez eu besoin qu'il y ait ce procès? Oui, mais je ne voulais pas y aller. Est-ce que vous avez repris contact avec d'autres personnes qui ont... Voilà. Est-ce que vous pouvez en parler? Vous avez réussi à en parler? On parle ensemble. Ouais. Et est-ce que ça vous fait du bien? Avec une personne, oui. Avec d'autres, non. Ça ne me fait pas du bien. Au contraire, ça me fait... Ils sont pas au même niveau que moi, parce que moi, j'ai réalisé inconsciemment les choses à 18-19 ans, et eux, ils ont percuté à 30 ans. Ouais. Donc on est en décalage. Ouais, bien sûr. On est en décalage. Et puis ils n'ont pas suivi, ils ont commencé leur psychothérapie à 30 ans. Moi, je l'ai commencé à 18 ans, 19 ans. Donc, je suis décalée avec eux. Ouais. Écoutez, vous êtes toujours en psychothérapie aujourd'hui? Toujours, ouais. Est-ce que vous avez réussi à avoir une vie de couple, Oui. J'ai une vie de couple. J'ai pas d'enfant, mais j'ai une vie de couple. Bien. Ça vous aide? Ah oui, énormément. Ça m'a beaucoup aidé aussi pour la procédure judiciaire parce que c'est très lourd. Tout à fait, 10 ans. Amar, ils comprennent aussi que c'est un combat tout le temps parce que ça, quand tu as envie d'oublier, pas y penser, mais lui, il reçoit un courrier et ça relance. Mais de toute façon, il est incapable d'oublier Amar. C'est impossible pour lui. Il y pense chaque minute. Oui. Donc peut-être que le fait de sentir qu'il passe à l'acte et qu'il ne subit plus va lui faire du bien. Je voulais dire aussi, j'ai pensé, vous posiez la question sur la prescription. Il n'y a plus de prescription. La loi a changé. Ah, d'accord. Donc il n'y aura pas de prescription pour lui. D'accord, c'est bien, c'est bon à savoir. Je vous remercie en tout cas, Pauline. Merci de cette information et merci d'avoir accepté de témoigner. De rien, c'est normal. J'espère qu'il va s'en sortir, qu'il va y arriver et qu'il va porter plainte parce que c'est une libération. Même si c'est lourd, c'est une libération de porter plainte. Je vous remercie beaucoup. Au revoir, Pauline. Au revoir, merci. On poursuit avec Christiane. Christiane, vous aussi, hélas, vous avez été victime d'abus sexuels de la part de votre beau-père. Oh là là, je vais pas y arriver. Mais il faut dire que le sujet est sensible. De la part de votre beau-père.
oui. Vous vouliez réagir Oui, parce que ça bonsoir. Bonsoir, Christiane. Merci de m'exprimer parce que ça m'a fait vraiment de la peine, ce monsieur-là. Ouais, on a tous été bouleversés. Ouais, qui porte encore tout ça, quoi. D'après ce que j'ai compris, il a déjà 60. Ouais. 60 ans. Non, 78 à peu près. 78, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui vous est arrivé à vous, Christiane? En fait, moi, c'est pareil, entre 12 et 13 ans, j'ai été abusée par mon beau-père. Oui. Après avoir déjà eu de grosses difficultés avec mon père, il avait pour dire qu'il remplaçait notre père. Hein. Mm-hmm. Et bon, voilà. Un jour, il m'a vu en train de prendre la douche. Je sais pas, il est rentré parce que j'ai failli m'électrocuter sur un radiateur électrique et puis il a eu complètement la tête à l'envers et de là il a abusé de moi. Et moi ce qu'il y a c'est que à l'époque je venais juste d'être réglée. On s'est pas rendu compte que j'étais enceinte et en 74 il n'y avait pas encore lieu l'avortement. Hein. Bien sûr. Donc j'ai une enfant unique de cet acte-là. Incroyable. Que vous avez donc eu à l'âge de j'ai accouché pour mes 14 ans. De la fille de votre beau-père. Voilà. Wow. Malgré tout, moi, dans mon cœur, je me suis toujours dit, je vais lui pardonner. Dans mon cœur, parce que j'ai jamais pu le revoir, parce que ils sont séparés. Il a fait, il y a eu quand même une plainte qui a été portée. Il a fait 2 ans de prison. Oui. Alors que moi j'étais 3 ans au foyer de chimère, j'ai énormément souffert parce que j'étais quelqu'un qui était très introverti, je me défendais pas. J'ai eu pas mal de coups de brûlures de cigarettes dans ce foyer. Mon Dieu, mais pourquoi? Qu'est-ce qui c'était les relations des jeunes femmes entre elles? Ouais, c'était toutes des jeunes femmes en difficulté qui étaient enceintes. Voilà. C'est un climat d'une violence extrême, ce que vous décrivez. Mais Christiane, moi, il y a une question qui me brûle. Votre beau-père, comme vous dites, c'était le mari de votre mère. Ils n'étaient pas remariés. Non, mais enfin, c'était le compagnon de votre mère. Oui. Alors, quelle a été la réaction de votre mère? En fait, justement, c'était très difficile parce que quand, ça se faisait toujours caché. Moi, je n'osais pas parler. Et un jour, c'est un de mes frères qui a dit, maman, le beau-peur, il est toujours dans la chambre. Et c'est là que il s'est caché. Et ma mère a vu ça, que j'étais déshabillée. Bon. Moi, j'ai presque pas de souvenir de ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de choses qui sont occultées dans ma tête. Mais ma mère a dit que c'était ma faute. Que c'était votre faute. Et vous aviez 13 ans. Voilà. Mais à 13 ans, c'est jamais de votre faute. À 13 ans, on est une victime. Et surtout que j'étais une enfant très introvertie. À 13 ans, on est victime. On n'est jamais coupable. Entre-temps, maman, elle s'est repentie de ça. Elle est devenue croyante. Et elle m'a demandé pardon. Ouais. Mais alors, qu'est-ce qui fait que vous vous retrouviez en foyer? Elle voulait pas vous garder Mais j'étais chez elle. Oui, mais elle aurait pu vous garder chez elle avec le bébé. Mais en fait, lui, comme il était pas encore parti en prison, qu'il y avait l'affaire qui était en cours, ils m'ont placé. Je sais pas pourquoi. Hein. J'ai été placé loin de ma famille. J'ai été arraché à ma famille. C'était très difficile, hein, parce que moi je me suis retrouvée dans un lieu étranger avec ces filles qui avaient tous des problèmes. Ouais. Mais surtout ce que je voulais dire ce soir, c'est que pour moi il est évident que je
pardonne à cette personne parce que sinon elle aurait continué à me pourrir la vie. Ah oui, mais chacun sa solution, hein. Parce que moi je me suis dit, si je lui pardonne pas, il va continuer à pourrir ma vie. Et quelque part, ça m'a un peu aidé à continuer dans ma vie. Est-ce que vous ne croyez pas, Christiane, que le fait qu'il ait été arrêté et qu'il y ait eu un procès, donc à l'issue duquel il a été jugé, donc finalement le préjudice qu'on vous a fait a été reconnu, ça vous a aussi aidé? Oui, ça a été reconnu par la justice, mais dans ma famille, il s'est continué à dire... que c'est de votre faute. Comment? Que c'est de votre faute? Oui, que c'était ma faute, que moi j'avais acquis chez mon beau-père. Mais parce que, je veux dire, peut-être qu'ils sont ignorants, mais à 13 ans, c'est jamais de votre faute. Ça peut pas être de votre faute. Quoi qu'il arrive, un enfant, on est un enfant, on est une enfant à 13 ans. Eh oui. Oui. Et moi, je reste quand même très souvent avec une culpabilité. Forcément. Sur plein de choses. Je pense que c'est dû à ça. Récemment, là, moi, je suis en plus malvoyante maintenant. J'avais la canne blanche, je vais chez le médecin. Et un homme est venu m'aider pour me guider parce que je m'étais trompée de chemin. Je lui ai remercié, je lui ai dit qu'il était très gentil. Et arrivé avant chez le médecin, il met la main aux fesses. Oh mon Dieu. Et là, ce qui s'est passé, en fait, j'ai pas eu de réaction. Parce que je me suis dit, ça doit être de ma faute. Ouais. Et je venais juste d'acheter, j'avais une nouvelle robe que je portais pas la première fois. Et je me suis dit, c'est peut-être à cause de ça. Bien qu'elle soit. Une amie m'a dit, mais elle est très correcte, ta robe et tout. C'est elle qui m'a fait comprendre que c'était pas ma faute, mais à ce moment-là, je me suis dit que ça devait être de ma faute, parce que c'est ce qu'on m'avait dit, que moi j'avais sûrement attiré mon beau-père. Bien sûr, à 13 ans. Alors que moi je ne savais même pas ce qu'était la sexualité. Ça faisait peut-être quelques mois que j'étais réglée, je ne savais même pas ce que c'était. Les parents ils s'expliquaient même pas à l'époque. Du tout. Enfin, vous avez quel âge, Christiane? Aujourd'hui, j'ai 57 ans. On commençait à expliquer, mais tout le monde ne savait pas très bien encore comment le faire. Mais si, les parents déjà commençaient à expliquer, en tout cas les mères. Visiblement, ça n'a pas été le cas de la vôtre. Mais vous dites que la vôtre, elle a reconnu son erreur et qu'elle s'est excusée, qu'elle vous a demandé pardon. Oui, maintenant, oui, parce qu'entre-temps, elle a eu la foi, elle a trouvé un chemin de foi et elle m'a dit oui. Il y a encore pas longtemps, j'ai dit, mais maman, elle a 90 ans maintenant, je ne vais plus l'embêter avec ça, mais j'ai dit, maman, j'ai besoin encore de t'entendre dire que c'était pas ma faute. Bien sûr, parce que vous-même, vous n'en êtes pas persuadé. On vous l'a tellement dit que c'était de votre faute, de façon à ce que vous vous sentiez vous coupable, et puis parce que, en attendant, votre frère, il dit quand même que le beau-père, il passe son temps dans votre chambre, hein. Alors... Ouais. Oui, un de mes frères a remarqué qu'il montait pour faire du feu et il était, lui, plus avancé que moi, il a dû se rendre compte de quelque chose, quoi. Alors, vous pensez que vos frères vous ont en fait dénoncé ou qu'ils l'ont dénoncé, lui? Ils ont dit à maman, mais il est toujours dans la chambre et c'est là que maman est montée. Ouais. Vous, à l'époque, vous avez vécu ça quand ces attouchements, vous les avez, vous aviez conscience qu'il s'agissait de quelque chose qui n'était pas normal et qui était complètement interdit. Il me disait, je suis ton papa, je dois te montrer comment ça se passe. Et vous le croyez? Comment? Et vous l'avez cru? Oui, moi je le considérais comme mon père, c'est lui qui remplaçait mon père, et puis il me menaçait de pas en parler à maman, que elle souffrirait,
Mais je comprenais pas trop, moi, parce que j'étais très, très, très introvertie. D'abord, mon père, déjà pendant 20 ans, était alcoolique. Et donc, on avait déjà pas mal de souffrances déjà avant. Et moi, j'ai fait des crises d'épilepsie. Enfin, je gardais tout à l'intérieur déjà depuis l'enfance, quoi. Mon Dieu. Et j'ai pas pu tellement exprimer tout ça. Ouais, vous étiez introverti, vous étiez timide. Alors, je pense aussi que vous avez dû être terrorisé et ne pas savoir du tout ce qu'il en était, avec la conscience que quand même quelque chose de très mal se jouait. Dites-moi, Christiane, quelles sont vos relations aujourd'hui avec votre fille ? Très, 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 très difficile. Maintenant, elle a 40 ans passés, mais c'était des relations très difficiles. Je crois qu'elle n'a jamais accepté sa naissance, quoi. Et d'ailleurs, un jour, il y a quelques années maintenant, elle a des enfants, elle a changé d'habit, mais il y a quelques années, elle m'a dit « T'aurais dû m'avorter ». Oh là là, mais c'est parce qu'elle souffre. Et vous n'avez pas... Dans quelles conditions vous l'avez élevée une fois que vous êtes sortie de ce foyer ? Après, j'ai rencontré mon premier mari qui l'a reconnu à l'âge de 6 mois. Ouais. Donc pour elle, c'était son père, quoi. Vous aviez 15 ans ? Oui. Et lui, j'ai fait une dérogation pour me marier à 17 ans. Ouais. On s'est fréquentés pendant 2-3 ans, puis au foyer, on nous a dit maintenant, vous pouvez quand même vous marier, on demande une dérogation. Ouais. Donc c'est ce que vous avez fait ? C'est ce que j'ai fait, ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle vie de couple et de famille vous avez menée à ce moment-là ? En plus, je suis pas tombée sur la bonne personne, parce que, même quand son mari m'avait déjà trompée, mais moi je me suis accrochée à lui comme à une bouée de sauvetage, quoi. Bien sûr. Voilà. Et combien de temps ça a duré ? 10 ans, jour pour jour, pour notre anniversaire de mariage, il est parti avec sa maîtresse. Ça a dû être très difficile, donc vous êtes resté seule avec votre fille ? J'ai fait un an de dépression. Bien sûr. Et là, maintenant, il est décédé, là. Ouais. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a eu le cancer. Mais vous, qu'est-ce que vous avez vécu ? Parce que vous aviez 27 ans ? Oui. Moi, j'ai fait un an de dépression. Je comprenais pas qu'il m'ait laissé comme ça, alors que moi, je lui avais pardonné déjà quand on était fiancés. Et j'ai fait un an de dépression. Après, j'ai eu un remariage. Difficile aussi. Ouais, ça a duré 12 ans. Et là, j'ai changé de région pour mon troisième mari, qui était un homme formidable. Il avait 15 ans de plus que moi. Et il est mort. Oh là là. Il a eu la maladie de Charcot. Oh, c'est horrible, mon Dieu. C'était les moments les plus heureux de ma vie. Combien de temps vous êtes resté avec lui ? 5 ans. Ouais. J'ai changé de région pour lui et puis il est mort. Je me retrouve toute seule, malvoyante. C'est très difficile. Bien sûr. Et puis avec ma fille, c'est très difficile. Bon, maintenant elle a 2 enfants. Donc elle comprend que peut-être plus maintenant qu'on ne pourrait pas laisser son enfant. Moi, c'était une conviction, vous voyez, c'est la seule que j'ai d'ailleurs. Hein. Et vous avez eu raison. Parce que, non, mais mon premier mari ne pouvait pas en avoir. Et le deuxième non plus. D'accord. Le deuxième, vous en dites très peu de choses. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était aussi une relation très, très difficile. Il avait une enfance très difficile. Et, il a été accusé injustement, il a fait de la prison. Oui. Et justement, il a été accusé de viol. Ah. Mais moi, je suis convaincue qu'il était innocent.
Mais C'est bon, ce qu'il enfin, disait. vous voyez, c'est quand même Ouais. étonnant. Hein. Oui, enfin, vous êtes là-dedans. Mon Dieu, vous êtes poursuivi par ce qui vous est arrivé. Ça doit être très difficile. Bon, les relations étaient très difficiles. Lui, il était dans l'alcool. Au début, je m'en suis pas rendu compte. L'alcool, le vol. Et on marchait plus du tout dans la même direction. Ouais. Donc, j'ai rencontré mon troisième mari à l'occasion d'une cure thermale avec lui. Oui. Et c'était un homme tellement gentil. Même mon propre mari m'a dit tu serais plus heureux avec un homme comme ça. Et il m'a poussé littéralement dans ses bras. Ah, écoutez, vous avez bien fait. En tout cas, vous avez eu 5 ans heureux. Écoutez, Christiane, c'est une histoire lourde que vous nous avez racontée. Et là, je me retrouve tout seul malvoyant. C'est très difficile à accepter. Bien sûr. Et j'ai entrepris de reprendre peut-être une psychothérapie là. Oui, bien sûr, de façon à vous sentir un peu moins seul et moins isolé. En tout cas, un endroit où déposer les mots, dire ce qui vous arrive, parler de vos difficultés. Est-ce que vous mais enfin, moi, je pense quand même. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que d'avoir pardonné à cet homme, ça m'a quelque part libéré, quoi. Oui. Mais je ne dis pas le contraire. Quand on est capable de pardonner, moi, si vous voulez, je trouve effectivement que le pardon est complètement libérateur. En ce sens, je vous rejoins. Mais quelquefois, on n'est pas capable de pardonner et les autres vous culpabilisent en disant, parce qu'il y a comme ça une injonction du pardon en disant il faut pardonner, tant qu'on pardonne pas, c'est pas vrai. Quelquefois, ne pas pardonner est aussi salutaire que de pardonner. Il faut faire ce qu'on sent. En réalité, il faut faire ce qu'on sent, il faut faire exactement ce qu'on a envie de faire et s'écouter soi et surtout pas les autres parce que personne n'est à votre place. Oui. Bon, moi, c'est aussi par rapport à ma foi, maintenant que j'ai cette conviction aussi, c'est que, nous, tout le monde peut commettre des fautes et aura peut-être besoin de pardon un jour ou l'autre, quoi. Oui, mais enfin, celle-là, on va dire quand même que c'est une faute grave. Je suis d'accord avec vous. Je vous rejoins encore une fois sur le pardon. Mais il y a des erreurs qui sont beaucoup plus graves que d'autres. Maintenant, vous voyez, moi, je me demande... il me semble que j'ai entendu dire aussi que lui, il aurait été peut-être abusé, quoi. Ah. Alors, vous voyez... Il a reproduit. Ouais, je crois qu'on reproduit bien souvent. Bon, écoutez, en tout cas, c'est plus votre combat, puisque... Voilà. Il est mort maintenant. Là. Voilà, donc c'est fait. Christiane, je vous souhaite bon courage et puis j'espère que vous allez être un peu mieux. Parce que c'est vrai que c'est difficile de vous sentir isolé comme ça. Est-ce que vous n'avez pas la possibilité de retourner dans votre région ? En fait, j'avais changé de région pour aller dans ce foyer de fumeur. J'étais arrachée à ma région, à ma famille. Et là, j'ai encore changé de région pour rejoindre mon dernier mari que j'ai épousé là. Et donc, je me retrouve maintenant un peu seule et aller, en fait, vers ma fille. Elle ne le sollicite pas vraiment, quoi. Et c'était une grande ville. J'étais à Strasbourg. Et maintenant, ça me fait peur. Vu que j'ai perdu la vision, j'ai plus qu'un et demi. Une grande ville comme ça me ferait un peu peur. Bon, écoutez, réfléchissez, mais pas toute seule. Réfléchissez avec l'aide d'un thérapeute. Je pense que ça vous fera du bien. D'accord, Christiane ? Oui, parce que là, il faudrait que j'avance. Parce qu'il y a des jours, ça va, mais il y a des jours, c'est un peu juste. C'est un peu juste. Je suis d'accord avec vous. Je vous embrasse, Christiane. Voilà. Je vous remercie pour vos émissions que j'écoute assidûment. Merci à vous. Ça nous fait comprendre un peu l'ensemble aussi de toutes les personnes qui ont des soucis, des problèmes. Ouais, c'est une façon de se rencontrer. Et puis, comme vous voyez, il y a toujours une résonance. Et il y a des choses, des fois, qui me marquent vraiment. Et des témoignages, des fois même, je prie pour les gens qui passent à l'antenne. Merci à vous, Christiane. Au revoir. Voilà, au revoir, merci. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Veil.
Bien, nous allons poursuivre avec Sylvie. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Caroline. Je m'y prends un peu tard. Non, c'est bien. Je suis très heureuse. Mais je suis très heureuse de vous entendre. Oui, voilà. Donc la compagne d'Amar. Vous êtes la compagne d'Amar, je le précise à nos auditeurs. Voilà, tout à fait. Donc je réagis un petit peu à son écoute, puisque j'ai enregistré, moi j'étais à distance, pour que je puisse le laisser tranquillement parler, parce qu'il ne voulait pas de pression. Donc en fait, c'est vrai que c'est très compliqué son histoire. Ça fait quand même 11 ans et demi qu'on est ensemble. Je n'ai quasiment pas connu sa famille. Sa mère, je l'ai jamais connue. Deux de ses sœurs et puis un de ses frères. Et puis il m'a avoué cette histoire il y a à peu près 5 ans. Et puis il est assez renfermé à Amar, donc il s'exprime pas. Il garde tout en lui en fait. Ouais. Et il a un petit peu, c'est vrai que ça m'a choqué lorsqu'il m'avait avoué ça. Sauf que après moi j'ai pas vraiment réalisé sur le moment. Et puis on va dire d'année en année, je veux dire il était assez renfermé. Et puis on était plus ou moins distancés un petit peu tous les deux, parce que en étant enfermé, il gardait tout ça pour lui. Donc du coup ça a créé un petit peu depuis peut-être quelques années, on va dire peut-être 3 ans, ou jusqu'au moment où il s'est réveillé, parce que sa sœur l'a réveillé par rapport à cette histoire. Moi, c'est vrai que j'ai pas réagi, ne connaissant pas vraiment la famille, issu d'une famille nombreuse quand même, malgré que je suis au courant de toute sa vie, tout son passé, depuis son enfance, il m'a tout raconté. Vous avez tout raconté, oui. Oui, je suis au courant de tout, mais vu que j'ai pas été vraiment accepté, mais j'ai un petit peu zappé à tout ça, mais c'est sa sœur qui l'a un petit peu réveillé là il y a quelques jours, et du coup je l'ai laissé faire. Il voulait pas que j'intervienne. C'est un petit peu compliqué. C'est son histoire. On se dispute assez rarement par rapport à ça. Ça devient un peu compliqué entre nous en tant que couple. Il y a des familles recomposées. Moi, j'ai mes soucis de mon côté. Mais le principal, le plus important, c'est lui. C'est lui par rapport à ce qu'il a subi. Voilà. C'est vrai que j'avais pas réalisé à ce moment-là. Et vous êtes importante aussi. Sur les rails. Vous êtes importante aussi, Sylvie, parce que vous vivez avec lui depuis 11 ans. 11 ans et demi, oui. 11 ans et demi. Donc vous parlez de cet état de renfermement. Visiblement, c'est un taiseux. En même temps, c'est compliqué d'en parler tout le temps. Je crois que peut-être c'est difficile pour lui. Vous avez vu dans quel état de désespoir. J'ai entendu à la radio. Je l'ai écouté là-haut, et là, maintenant c'est l'inverse. C'est lui qui écoute là-haut et moi je suis descendue. Mais c'est bien, peut-être que c'est... Je réagisse, j'ai mis un temps, je savais pas trop comment m'exprimer. Mais je vous remercie tellement d'avoir appelé, c'est tellement... Vous savez, vous lui faites un cadeau incroyable. Oui, mais... Je vais vous dire pourquoi, parce que vous êtes aussi celle qui peut l'aider, le prendre par la main et l'emmener voir un thérapeute pour l'aider. Le convaincre. J'ai tout entendu, Caroline, tout ça, j'ai tout entendu, mais simplement, un coup, il y a prescription, un coup, c'est le commissariat. C'est vrai que ça date, c'est son Mais oui, mais si on le fait, je suis d'accord. Vous avez tout à fait raison sur ce que vous dites, Sylvie, et puis les personnes ont dit, c'est long, c'est une procédure, etc. Mais ne serait-ce que simplement d'aller à la police, en parler, même si on lui dit, écoutez, monsieur, c'est terrible ce qui vous est arrivé, mais c'est un peu tard. Ne serait-ce que ça, déjà, d'être pris en considération et de pouvoir acter. De pouvoir acter, ça va lui faire du bien. C'est-à-dire de dire ce qui m'est arrivé est inconcevable. Alors, est-ce que vous pouvez prendre ma plainte ou non? Non, parce que c'est une question de date, mais sinon, entendez-moi. Maintenant, il faut voir aussi que ses frères et sœurs ont aussi été abusés. Et qu'il y a peut-être une action... Ils ont été 4, Voilà. Il en a oublié. Ils ont été 4. Ils sont une famille de 7 enfants, Voilà. Quand même,
Voilà. Ce qui est énorme. Alors, il y a peut-être une action conjointe qui peut être menée. Pardon ? Il y a peut-être une action conjointe. C'est pour ça que la deuxième personne... Moi, il y a 11 ans et demi, je veux dire, voilà, j'étais pas au courant il y a 11 ans et demi. Non, une action conjointe, je parle de ses frères et sœurs. Oui, mais... Il serait pas tout seul. Oui, voilà. Alors, il y en a qui se rétractent, il y en a un qui veut plus, l'autre, la sœur qui réagit au bout de tant d'années. Donc, du coup, il est perturbé. Amar est un homme sensible. Il est très sensible. Là, ça se voit. Il est, d'ailleurs, je l'ai entendu pleurer, donc, à la radio. Il est très sensible. Alors, même avec moi, je veux dire, à un moment donné, il va me dire, mais bon, laisse-moi tomber. Laisse-moi régler mes problèmes tout seul. Ne t'en mêle pas. Voilà. Et peut-être, une semaine après, il va avoir besoin de moi. Et là, il va faire appel à moi. Il va pleurer, et je le sens, il est pas bien, il est renfermé. Je dis, qu'est-ce qu'il y a ? Tu repenses à ça ? C'est ça ? Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, en fait, il a vu un magnétiseur, bon, c'était pour l'arrêt du tabac, à la base. Voilà. Et quand il a expliqué un petit peu, bon, il a aidé, les problèmes familiaux, il veut l'aider, le magnétiseur. Il lui a dit qu'il faisait il allait faire ce qu'il devait faire, un avocat, des connaissances, etc., et l'aider. Voilà. Donc il avait arrêté le tabac, il s'est montré un petit peu agressif, un petit peu, c'est normal quand on arrête de fumer du jour au lendemain comme ça. Évidemment. Donc, on est bien d'accord. Mais par contre, tout lui revient dans la tête, mais il m'en parlait pas tous les jours. On travaille tous les deux, il est fonctionnaire, donc son frère, j'ai entendu, il travaille dans la même collectivité, en mairie. Ils sont pas dans le même service, d'accord ? C'est déjà ça. Ils se voient pas tous les jours. Ils le croisent, c'est rare, voilà. Mais il a toujours des flashs. Ça lui revient. Sa sœur lui a remémoré un petit peu le passé. Lui, il arrive des moments où il va vouloir s'exprimer, se confier à moi, et des jours où il va vouloir que je m'en mêle pas. Voilà. Donc c'est pour ça que ça crée des conflits un petit peu entre nous. Bien sûr. Couples. Voilà. Alors moi je suis un petit peu impuissante parce que il va s'énerver, et puis il y a des moments il va me pleurer sur mon épaule, donc il est très sensible. Donc en fait c'est... oui, c'est lourd aussi pour vous. Comment ? C'est lourd pour vous aussi à porter. C'est lourd aussi parce que je suis fonctionnaire aussi dans une autre collectivité différente. Moi, c'est une communauté d'agglomération. Donc, j'ai un standard, donc je sais ce que c'est. Je connais les appels. Et puis, c'est difficile de faire face et de savoir quoi faire au bon moment où il pleure, où il vous engueule, où il vous repousse d'une certaine manière. C'est ça. Il y a des fois où il va me repousser, des fois il va avoir besoin de moi. Là, il a envie, voilà, comme il a dit, il tag, voilà. D'un coup, il veut que je lui imprime demain de mon standard des affiches, voilà, au sein de la mairie. Est-ce que c'est une chose à faire ? Je ne sais pas. Ils veulent le faire payer, en fait. Ils veulent le faire payer. Oui. Ses frères et sœurs, ils veulent le faire payer. Au bout de tant d'années, c'est vrai que c'est loin. Oui, c'est loin. Mais en même temps, voyez un avocat, parce que je vous avoue que ce délai de prescription, il est flou. Je sais qu'il a été rallongé, je ne sais pas si c'est 30 ans. Je ne sais pas. Mais un avocat va vous le dire en 2 minutes. Donc, au moins, mais le simple fait de pouvoir en parler à un tiers, c'est-à-dire qui est dans la profession judiciaire, comme un avocat, ça permet d'acter quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et ça permet de faire que on se sent. Oui. Il faut qu'on s'en soulage parce que nous, on se bouffe quelque part un petit peu entre nous. Évidemment. Il y a des jours où ça va, il n'y a pas de souci, et des jours où il est pas bien. Voilà. Et quand je le sens pensif, je sais à quoi il pense. Des fois, je dis ça va pas, il me dit oui, non, ça va. Et il y a des moments où il veut s'exprimer. Et des jours où il ne veut pas du tout en parler. Écoutez, je crois que Sylvie, il vaut mieux le laisser faire. Oui, le laisser faire, mais il a besoin de moi. Mais évidemment qu'il a besoin de vous. Il se repose beaucoup sur moi, Amar, beaucoup sur moi. Voilà, je l'aide beaucoup dans beaucoup de choses. Bon, cette histoire qui est familiale, bon, moi j'ai les miens aussi, mais bon, ça c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Ça c'est plus grave ce qui s'est passé de son côté que du mien. Mais je veux dire que, bon, je revois le magnétiseur demain. J'ai rendez-vous. Oui, mais le magnétiseur. D'accord, mais le magnétiseur, il fera pas tout. C'est-à-dire que moi, ce que je vous conseille, c'est de ne rien faire, de le laisser venir quand il a envie, et puis les moments où il a envie d'être plus en retrait, il vaut mieux peut-être le laisser en retrait. En revanche, la seule chose sur laquelle vous devez être réellement interventionniste, c'est la thérapie.
C'est la thérapie parce que c'est aussi ce qui va lui permettre peut-être de réduire l'alcool et que ça va à vous. Oui. Non, ça c'était bien à l'époque déjà. Et quand que il a parlé de prison, alcool, drogue, tout ça, c'était avant que je le connaisse. Ça c'était bien avant que je le connaisse. Oui, mais il en parle comme si c'était toujours au présent. Vous vous rendez compte? Oui, il y a encore du présent, bien sûr, parce que ça ressurgit dans sa tête. Et il y a des moments où il a pu y penser. Et puis, je sais pas, pendant 2-3 mois, il a pu en parler. Et puis d'un coup, ça ressurgit dans sa tête. Voilà. Et là, je sens que ça va pas. Voilà. Non, visiblement, ça va pas parce que la réaction qu'il a eue ce soir est une réaction très forte. Oui. Voilà, très intense. Il a été un petit peu cru. À un moment donné, j'ai entendu. Oui, mais il faut bien voir aussi ce qu'il a par rapport à ce qu'il a subi. C'est très choquant. À un moment donné, quelquefois. Tout à fait, mais je ne sais pas comment dire. Le magnétiseur n'est pas que magnétiseur. Il est là aussi pour, je veux dire, pour les. Enfin, il est. Écoutez, le maître des ténèbres, il est connu, il est passé sur TF1, etc. Oui, donc mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Il faut quelque chose qui soit régulier, un cadre. Écoutez, je ne serai jamais. C'est une heure. Merci en tout cas, merci 1000 fois de nous avoir appelés, Sylvie. Voilà, donc merci à vous. Et je vous souhaite. Au mieux. Et puis je sais que vous allez être grand-mère, alors j'en profite pour vous féliciter. Pardon ? Je sais que vous allez bientôt être grand-mère, donc j'en profite pour vous féliciter. Je suis mamie de 3 petites filles. Bravo. Voilà. Bravo. Bon courage Sylvie, au revoir et merci.